le rôle d'une cellule de crise, en fait, c'est d'évaluer tout ce qui peut se passer par anticipation, le calibrer, quoi, hein, donc à un moment donné de dire, ben, tiens, je suis sur la période de bascule, ces décisions-là, il faut les prendre immédiatement, il faut les faire avancer. Et là-dessus, le plus grand problème, c'est les évacuations, si vous voulez, de masse, de maisons et de personnes. Ah ben moi j'étais au PC de crise là. Moi je faisais le PC de crise et je faisais quelques points de surveillance la nuit hein, avec les autres. Hein. Quand j'avais un moment de répit, eh ben je partais en équipe pour surveiller 2 km de digue à un endroit ou un autre, où j'étais en rapport avec les pompiers de la ville de Saint-Gilles, qui est plus au sud dans la plaine, ou ceux de Beaucaire. Voilà, donc je servais à la fois de coordonnateur, en gros un peu de mémoire aussi. Voilà. Et surtout celui qui prenait les décisions. Hein. On le sait qu'on est seul dans ce cas-là. Je veux dire, et on est obligé de prendre la décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On espère qu'elle est toujours bonne, mais on peut se tromper. On peut se tromper, on peut mal juger le sujet et passer à côté. Et là, eh ben, on se dit après, on a mal fait, mais on l'a fait à notre âme et conscience. Mais je crois qu'on prend les décisions qu'on pense bonnes à prendre. On peut se tromper, hein, on n'a pas la science infuse sur tout. Disons que dans les moments les plus forts, au tout début de la crise, les réunions, on les a quand même prises collectivement. Hein. On a fait un conseil municipal, dans l'après-midi même, on a fait un conseil municipal d'urgence, on a récupéré les élus qui étaient présents. Et puis après on s'est dispatché les tâches. Chacun a pris quelque chose, que ce soit des élus ou des bénévoles qui n'étaient pas sinistrés, chacun a pris en charge un domaine. Et moi, j'ai été un peu le coordonnateur de tout ça, mais disons que chaque dossier avançait indépendamment de ce qui s'est passé à côté. On n'attendait pas d'avoir fini une phase d'un dossier pour avancer sur l'autre. Tout avançait en une espèce de la tortue romaine, là, tout avance en même temps. C'est un peu comme ça qu'on est arrivé à tout mener de front. Et hiérarchiser ce qui est important, ce qui l'est moins. Donc il y a des gens qui réclamaient instantanément que l'on puisse être à leur service et qu'on leur rétablisse tous les services auxquels ils avaient droit. Il a fallu de temps en temps expliquer que les choses se feraient, mais qu'il y avait des urgences à régler et que l'ordre des urgences n'était pas forcément l'ordre souhaité. Tout le monde faisait un peu n'importe quoi parce qu'il est difficile de se fixer une tâche et de ne pas déborder sur autre chose, parce qu'il y a tellement de monde qui arrive et qui vous demande qui pose un tas de questions, quoi. On est obligé, on ne peut pas les laisser tomber en disant ben, c'est pas moi, je ne peux pas. Et quand vous avez des montées en puissance de crues telles qu'on les a vécues en 2003, si vous voulez, on n'est jamais certain de bien faire, quoi, si vous voulez. Imaginez qu'on ait une brèche à 2000 m³/s, on a pris des décisions d'anticipation d'évacuation de masse qui étaient en proximité où il aurait pu y avoir des pertes humaines, quoi, si vous voulez. Et ça vous fait comment je pourrais vous dire, pas vibrer, mais ça vous rend dans un état de grande inquiétude, quoi, ça c'est sûr. Et il faut tempérer à la fois cette inquiétude et puis surtout ne pas le montrer qu'on est inquiet et être capable d'assumer les décisions, les bonnes décisions. Et ça, c'est pas toujours facile, quoi. Dans la nuit, juste avant que le Rhône passe par-dessus les digues et les casse, j'ai donné ordre qu'on rapatrie, c'était 4 h du matin à peu près, tous ceux qui surveillaient les digues, en disant maintenant c'est trop tard, ça ne sert plus à rien de les surveiller, le Rhône est en train de monter et nous n'avons aucune prospective qui nous dira, qui est en train de nous dire que la crue va s'arrêter. Donc la crue va continuer et le Rhône va passer par-dessus les digues. Une chose est terrible à gérer, c'est que nous on est un village, la moitié du village est sur les hauteurs, l'autre moitié en bas. Mais la moitié du village qui n'était pas inondé, mais je suis désolé, ils continuent à prendre leur bain et à tirer la chasse. Et nous, la station d'épuration, elle était sous les eaux là-bas. Comment on fait pour gérer ça? Comment on le gère? Moi, il m'est arrivé, je vais vous expliquer, si vous voulez, moi j'avais un gros tracteur, hein, si vous voulez, donc côté Ségonal, donc côté Rhône, si vous voulez, donc il y a un gars qui n'a pas voulu partir, un vieux qui avait 70 ans,
qui n'a pas voulu partir à l'évacuation par hélico. Il a dit, je reste chez moi, je ne monte pas, je ne pars pas. Il est resté dans sa baraque en disant, j'aimais vivre et tout ce qui s'ensuit. Et il y avait un médecin de Saint-Étienne-du-Grèce, là, que je connaissais. Un matin, il vient me voir, il me dit, est-ce que tu sais me mener de l'autre côté? Personne n'avait accédé, là. Je lui dis, écoute, parce que j'ai un client qui est resté dans la maison. Et quand on y est allé avec le tracteur, on a failli nous autres basculer avec le tracteur dans un collateur d'assainissement qui était à côté, quoi, si vous voulez. Et si on était tombé en bas, ça aurait été chaud. Et puis quand on est arrivé à proximité du mas, le gars a crié au secours, quoi. Alors le médecin, je lui dis, va le voir en vitesse. Bon, après, quelques heures après, on a pu l'évacuer, quoi, si vous voulez. Mais moi, je suis de ceux aujourd'hui qui disent, quand on a pris la décision qu'effectivement une zone devait être évacuée, c'est tout le monde ou personne, quoi. Écoutez, il est difficile de provoquer une réaction chez les gens qui sont bornés. Donc, on essayait de négocier, mais les gens dans ces situations ne se contrôlent plus, ils ne sont plus eux-mêmes, si vous voulez. Hein. Ils ont peur et ils ont des réactions qu'ils auraient eu dans un temps normal, si vous voulez, une réaction de bon sens. Là, les réactions de bon sens, on n'en trouve plus guère. Bon, il y a eu des gens qui ont fait des crises de nerfs, enfin, bon, voilà, tout ça, on a connu tout ça. Il a fallu réconforter les gens, les harmoner vers un médecin, vers une infirmière pour les calmer. Et ça, tout ça, c'était pas compartimenté, si vous voulez. C'était dans la même pièce, dans le même bâtiment. C'était un fouillis indescriptible. Voilà. Faire face, c'est vraiment avoir beaucoup de sang-froid. Je crois que c'est la première des choses, c'est le sang-froid. Essayer d'avoir, je vais vous surprendre peut-être, un détachement, un certain détachement. Parce que sinon vous êtes tellement pris par l'émotion de la chose que vous risqueriez de prendre des décisions qui ne soient pas bonnes. Donc il faut avoir du sang-froid et donc il faut avoir du détachement. Il faut arriver à s'écarter de la passion que suscite la situation, à dépassionner la situation et prendre des décisions un peu froides. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et après, il y a bien évidemment les qualités, ou la méthode plutôt, la méthode qu'il faut avoir devant cette situation, c'est-à-dire organiser les actions pertinentes au bon moment, avec les bons moyens pour les bons objectifs.